Chers internautes, bonjour, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition d'Informatif Hebdo du lundi 18 octobre. Et pour analyser et décrypter l'actualité de la semaine, comme chaque lundi, j'allais dire, j'ai rendez-vous avec Guy Hervier. Bonjour Guy. Bonjour Jean-François. Alors Guy, cette semaine, comme chaque semaine, pas mal d'actualités à la une. On commence par Docker, qui, on va dire les choses comme très trivialement, ne va pas très bien, parce qu'on en est au Xème changement de CIO, de patron en bon français, une partie de l'entreprise qui est vendue, enfin bon. Oui, exactement. Et alors on sentait le vent venir depuis un certain temps, hein, les choses n'allaient pas très bien. Et donc effectivement, Docker a cédé une partie de son activité qui était la plus connue, si je puis dire, c'est Docker Entreprise. L'a cédé à Mirantis, qui est un partenaire de très longue date de Docker. Un intégrateur de cette manière. Hein. Pardon ? Un partenaire intégrateur de cette manière. Absolument. Et donc garde un autre pan de son activité que justement le nouveau patron présentait comme très différente de la première, c'est Docker Desktop et Docker Hub. Donc Docker Desktop, en fait, c'est tout ce qui est pour développement d'applications sur les containers, et Docker Hub, c'est un dépôt d'applications. Alors en même temps à cette cession d'une partie, donc ça veut dire qu'en gros Docker, dont on parlait depuis un certain temps, change de métier, c'est un peu ça que ça veut dire, et on voit bien que Kubernetes, qui peut utiliser Docker mais peut utiliser d'autres moteurs, d'autres containers, et elle le vend en poupe. Donc en même temps Docker a levé 35 millions de dollars, donc alors, à la fois pour redynamiser l'entreprise, peut-être mettre un peu à flot un certain nombre d'activités. Donc, je dirais que c'est un nouveau Docker qui se présente et dont on parlera peut-être un petit peu moins, puisque l'histoire des containers, c'est depuis 2-3 ans, c'était quand même au cœur de la scène, et ils sont un peu en retrait sur ce domaine-là. Donc, c'était une belle aventure. Bon, elle se termine comme ça, c'est un petit peu dommage. Je dirais que Kubernetes a gagné la bataille finalement de la gestion des conteneurs. Alors on change complètement d'univers. On parle d'HP et d'imprimantes 3D, avec HP qui propose justement ces services, en jeu de mots, sous forme d'imprimante as a service. Exactement. Hein. Alors HP, on le sait, donc c'est la partie imprimante PC de l'ex-HPE, enfin ex-HP, HP tout court. Et donc il proposait déjà depuis plusieurs années des imprimantes 3D, donc additive printing, comme on dit en bon français. Et donc là, il passe la vitesse supérieure en proposant de l'impression 3D as a service, comme on vient de dire. Donc c'est sous forme d'abonnement. Et donc il passe par des partenaires non des moindres. Donc on cite des partenaires industriels comme Siemens et Volkswagen. Donc c'est pas des petites PME du coin. Et alors on parlait aussi toujours finalement d'impression 3D pour des petites séries. C'est-à-dire en gros on fait des prototypes avec ça, et puis après quand il s'agit de faire des pièces, on passe à autre chose. Et là par exemple Volkswagen fait état d'avoir fabriqué 10 000 pièces avec une imprimante 3D. Donc c'est pas la révolution dont on avait parlé il y a 4-5 ans, où l'impression 3D elle est révolutionné dans tous les bureaux, toutes les usines, elle fabriquait quasiment votre voiture à la demande, mais je dirais qu'on est en train de changer de registre et de passer l'étape supérieure. Donc c'est une évolution intéressante de la 3D qui va continuer à proposer de nouvelles applications vraisemblablement, mais enfin c'est vrai que par rapport à ce qui était prédit au départ, on n'est pas tout à fait au niveau des ambitions initiales. Bon, ça pourrait sous le manteau, si je puis dire. Mais bon, il y a le as a service qui lui, pour le coup, continue à se diffuser quasiment pour tout, et donc, en l'occurrence, pour l'impression 3D. Donc, après l'impression papier, l'impression l'impression papier qui n'a pas disparu. Alors on change encore complètement de sujet. Cette fois-ci, on parle de l'Assemblée nationale qui a voté une loi autorisant l'administration des impôts, pour faire simple, à vous traquer sur les réseaux sociaux. Donc voilà. Attention aux photos avec une Ferrari sur votre Instagram, parce que ça peut prêter à confusion. Exactement. Alors c'est donc à la fois le fisc et les douanes. Et donc l'idée est relativement simple, c'est que en gros ils seront autorisés
après, ils font un peu ce qu'ils veulent, dans un temps limité, c'est quand même encadré, on ne peut pas faire n'importe quoi, mais en tout cas, sur des clients particuliers, ils pourront regarder leur activité sur les réseaux sociaux et pour voir si cette activité est compatible avec leur train de vie. Donc, évidemment, les associations, comme on dit couramment, mais aussi la CNIL, c'était... ému, on va dire poliment les choses. Oui, enfin, plus que ça, c'était opposé farouchement à cette loi qui a été votée, donc qui est passée. Bon, je pense que... En tout cas, ce qui est clair, c'est que l'évolution du numérique et des réseaux sociaux est de plus en plus présente dans la vie de tous les jours. Et elle fait partie, je veux dire, votre image sur les réseaux sociaux fait partie de votre image en tant que personne. Donc il faut faire très attention. Je dirais que le meilleur remède, ce serait de dire aux gens, évitez de mettre sur les réseaux sociaux, tous les réseaux sociaux, hein, de mettre des choses qui pourraient vous compromettre, ou en tout cas vous mettre en difficulté. Et alors, évidemment, ça me fait penser un peu au film, je ne sais pas si vous vous souvenez, le dîner de cons avec Lucien Cheval. Donc il vient dans l'appartement et il voit qu'il y a des traces et après il va dans une pièce, il voit tous les tableaux qui ont disparu et donc son réflexe d'inspecteur des impôts revient à la surface et il dit oh là, il y a peut-être des choses à cacher. Donc bon, c'est pas la peine de s'exposer comme ça sur rien ne vous oblige de le faire, franchement. Alors après, il y a quand même un autre point important dans cette loi, c'est la réalisation concrète. C'est-à-dire concrètement comment et quel prestataire de mission fiscale va aller scanner, je ne suis pas persuadé que Facebook et autres Instagram autorisent un opérateur tiers comme l'administration fiscale à scraper absolument. leur réseau. Ça, c'est toujours quand même très français. On fait une loi, mais par contre, personne n'était vraiment vérifié. Alors, effectivement, si c'est opérationnel. Si par exemple, on veut, je sais pas, on veut mettre en... On est en liaison avec un éditeur, par exemple, et puis on veut constater quelque chose sur son site web, il faut faire appel à un huissier qui va faire un d'opérations sur ce site, etc. Comme vous le dites, c'est pas évident qu'ils pourront faire ça sur les réseaux sociaux. Surtout qu'en plus, l'idée de la loi, c'est une procédure très, très automatisée. C'est pas du coup par coup. C'est sûr, ça pose un certain nombre de problèmes. Mais bon, je dirais que le meilleur remède, c'est de dire, faites attention à ce que vous faites sur Internet, quoi. Très bien. Alors on continue cette fois-ci sur la traditionnelle série fusion-acquisition, et cette semaine on parle d'OpenText, un acteur un peu historique, qui continue, j'allais dire, sa démarche de rachat, parce que finalement c'est un groupe qui s'est constitué, d'origine canadienne, qui s'est constitué avec pas mal de rachats au fur et à mesure. Cette année, c'est Carbonite, c'est ça? Carbonite, donc, alors bon, c'est pas la fusion du siècle, enfin, c'est pas l'acquisition du siècle. OpenText, donc, c'est une société canadienne qui est spécialisée dans tout ce qui est gestion de l'information d'entreprise, et donc a racheté cette entreprise Carbonite qui est basée à Boston, donc dans l'Est des États-Unis, qui est spécialisée dans la sauvegarde, la protection, la sauvegarde des données. Donc, les deux vont relativement de pair, et effectivement, ce 1,4 milliard de dollars peut paraître modeste, enfin c'est déjà quand même une somme conséquente, ça représente plus de 70% de supplément par rapport à la valeur de l'action, donc ça veut dire qu'ils ont été prêts à mettre ce qu'il fallait, et donc c'est effectivement, comme vous disiez, un élément de plus, une étape de plus dans la stratégie d'OpenText, qui est une stratégie d'acquisition. Donc où est-ce que ça peut durer éternellement, c'est-à-dire qu'une entreprise peut comme ça se consolider à force d'acquisition d'autres entreprises, parce qu'après, une fois qu'on a acheté, il faut intégrer, consolider, enfin à la fois les personnes, les technologies, etc. C'est très compliqué. Donc bon, en tout cas, c'était une étape qu'on devait noter cette semaine. Et puis on reparle, pour finir, de la saga, c'est le début de la saga Xerox HP, je ne sais pas encore si ce sera une saga, mais en tout cas, bon, évidemment, tout de suite, c'est plus compliqué. En tout cas, oui, là, on pourrait dire que c'est le chapitre 2. Donc on rappelle, Xerox avait fait une offre sur HP, Xerox est le petit poucet par rapport à HP, puisque c'est un rapport en termes de chiffre d'affaires de plus de 1 à 4, donc c'est quelque chose d'important. Et puis, suite à ça, ce dont on avait parlé, HP a contre-attaqué en faisant lui une offre, donc on commence à s'y perdre un peu. Et puis d'ailleurs, effectivement, on pourrait se dire la logique voudrait que ce soit
HP qui rachète Xerox. Et puis, sachant qu'on est dans un contexte où les PC se vendent de moins en moins, enfin on en vend de moins en moins, les imprimantes... en théorie, on imprime de moins en moins. On imprime de moins en moins, mais en tout cas, le prix des cartouches qui faisaient c'était le beurre et les épinards la fameuse vache à lait. Donc ça pose, pour les entreprises qui sont spécialisées là-dedans, ça pose de gros problèmes. Et évidemment, on va dire le principal instigateur de tout ça, c'est Carl Icahn, qui a pris une participation dans HP de plus d'1 milliard de dollars. Donc ça peut paraître peu, mais c'est presque 5%. Et on sait que 5%, ça permet de peser ça permet de forcer l'entreprise. Et Carl Icahn n'est pas sa première opération de ce type-là. Donc on ne sait pas comment ça va terminer. Je pense que le terme saga est assez bien choisi parce qu'on n'a certainement pas fini d'en parler. Très bien. Bon, écoutez, suite au prochain épisode. Et puis on aborde le sujet de la semaine, Guy, que j'aurais pu intituler Où sont les femmes, pour prendre une fameuse chanson de... Alors je me souviens plus d'ailleurs du chanteur, Patrick Juvet, voilà, c'est ça, dans les années 70, à propos du numérique, suite à une étude une tendance dont s'est fait l'écho Cédric O, le ministre en charge de cette... Secrétaire d'État. Secrétaire d'État, donc un pseudo-ministre, on va dire, en charge du numérique, effectivement, qui pose la question, qu'on a déjà posée, mais de la place aujourd'hui de 50% de la population dans le secteur informatique, IT en général, qui est évidemment largement sous-estimé. Alors, donc vous avez cité la chanson de Juvet, on aurait pu citer celle de Julien Clerc, Femme, je vous aime, mais apparemment le numérique n'aime pas trop les femmes, c'est peut-être les femmes peut-être qui n'aiment pas trop. Alors effectivement, c'est une enquête qui montre que, contrairement à ce qui se passe en Europe, où finalement on a de plus en plus de femmes qui arrivent au numérique, en France c'est pas le cas. Dans les 4-5 dernières années, c'est une exception française. Le nombre des femmes dans le numérique a baissé. Alors le petit correctif à ça, c'est que en fait, dans le numérique, il y a beaucoup de choses. Il y a des formations courtes pour faire du développement, des formations sur peut-être un an, 2 ans, enfin des choses, des BTS, des choses comme ça. Et puis des formations longues qui vont jusqu'au doctorat, où là on va au master et doctorat. Et il se trouve que effectivement, quand on est à un niveau élevé, le nombre de femmes est plus important. Donc ça corrige un peu le... Mais je dirais que ça correspond un petit peu à ce qu'on peut voir assez fréquemment. C'est-à-dire que si vous allez à une présentation qui concerne des développeurs, les femmes, vous les comptez sur les doigts de la main, ou des 2 mains éventuellement, quoi. Donc c'est un phénomène qui est classique et qui apparemment ne s'améliore pas. Oui, ce que j'allais vous dire, c'est préoccupant, parce que le diagnostic, on l'a fait déjà il y a 2 ans, 3 ans, et exactement. Et donc ça va pas dans le sens qu'on espérait. Et je me souviens d'une présentation par le Syntec, où il disait, si on prend le cas des études de médecine, par exemple, là on est à très forte majorité de femmes. Donc il n'y a pas de raison particulière pour lesquelles les femmes ne viendraient pas au numérique. Pour l'instant, le numérique n'a peut-être pas l'attrait que... ça c'est un problème. Le point positif de tout ça, c'est que finalement, les femmes qui travaillent dans le numérique sont plutôt satisfaites de leur travail et sont plutôt plus satisfaites que la moyenne la moyenne des pays des diplômés équivalents. Voilà, exactement. Donc je dirais que le constat de tout ça, c'est de dire finalement, osez le numérique parce qu'il n'y a pas de raison particulière pour lesquelles vous ne pourriez pas le faire. Et voyez vos pairs, et vos pairs sont plutôt contents de leur travail, donc il n'y a pas de raison non plus de le faire parce que vous auriez des craintes sur l'intérêt et la satisfaction que peut vous apporter ce travail. Bon, voilà, ce message est passé. Après, on attend encore des solutions magiques, mais je ne suis pas sûr qu'il y en ait. C'est juste malheureusement pas. C'est juste un problème d'état d'esprit à changer, à faire évoluer. Et on sait que ça prend forcément toujours du temps. Ça, c'était pour l'actualité de la semaine passée. Guy, pour la semaine à venir, on a un salon, le DigiWorld Summit. Oui, alors en fait c'est le salon de l'IDAT, dont c'est la 41e édition, donc effectivement ça remonte à loin. Donc l'IDAT on connaît, c'est le think tank qui est spécialisé dans le numérique, qui a une dimension européenne. Donc il faisait sa conférence annuelle à Montpellier, vous vous souvenez, et puis ça a pris une taille telle que maintenant il est monté à Paris. Donc ça a lieu cette semaine, mercredi, à la Maison de la Mutualité. Et donc là le thème c'est ce qu'ils appellent le scaling.
D'ailleurs, cette semaine, on reçoit Didier Guillaumard, qui est patron de Zscaler. Et donc l'idée de scaling, en fait, c'est un peu, par rapport à l'idée de croissance, c'est un petit peu différent. C'est en gros se développer sans développer tous les coûts qui vont avec ce développement. Et on sait que dans le digital, par exemple, c'est quelque chose qui est relativement fréquent, puisque les coûts fixes ne sont pas nécessairement proportionnels au nombre de clients que vous avez. Donc ça, c'est le thème de la conférence. Et donc, bon, à cette conférence, il y aura les patrons des grandes entreprises, donc le patron d'Orange. Enfin, c'est vraiment, je dirais, un portefeuille de présentation qui est assez haut de gamme, avec des patrons de premier plan. Donc c'est un rendez-vous annuel. Et alors à cette occasion, donc c'est le DigiWorld Summit, et il publie une publication sur à la fois tout ce qui est numérique, à la fois numérique, médias et télécommunications, et donc qui fait un peu référence avec l'état de ces secteurs, parce que ce sont ces secteurs un petit peu différents, avec beaucoup de chiffres, et donc c'est toujours très, très intéressant. Alors Guy, l'autre actualité de la semaine, c'est la sortie du nouveau numéro de notre magazine IT for Business, avec, alors premier sujet important, c'est pour nos lecteurs DSI qui veulent concourir à l'élection du DSI de l'année 2019, qui sera décerné le Dominique Globe de France le 23 janvier. Ils n'ont plus que quelques semaines, quelques jours, j'allais dire, parce que la limite, c'est le 25 novembre pour déposer les dossiers. Donc vous verrez, si vous souhaitez le faire, vous présentez. Pour vous, vos équipes, c'est évidemment un moyen de promotion du travail réalisé en équipe pour les DSI qui vont concourir et qui seront primés. Donc l'URL d'inscription, vous la verrez, elle s'inscrit à l'écran, n'hésitez pas, tout le monde est bienvenu, grand groupe, petite PME, encore une fois, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Ça, c'était pour l'aparté DSI de l'année. Pour le sujet, à la une, le DSI Europe, Robert Offray de Schneider Electric, qui explique la stratégie de transformation numérique du groupe. Et puis un autre dossier sur l'intelligence artificielle. Alors, j'allais dire encore intelligence artificielle, mais cette fois-ci de manière pragmatique. Comment, pour vous, en tant que DSI, intégrer cette fameuse intelligence artificielle avec des cas pratiques, des exemples, j'allais dire concrets, de mise en place aujourd'hui déjà de l'intelligence artificielle dans le cadre des entreprises qui témoignent dans ce dossier. Et puis, comme toujours, plein de témoignages, plein de retours d'expérience. Donc voilà, vous verrez à l'écran la nouvel exemplaire du magazine. N'hésitez pas pour vous abonner, pour le récupérer en ligne. Vous avez toutes les informations, encore une fois, qui s'affichent à l'écran. Donc ça, c'était pour l'actualité de la semaine à venir, Guy. Et puis on finit comme notre traditionnel coup de cœur, coup de gueule. Cette fois-ci, c'est un coup de cœur, et j'allais dire, c'est IBM qui fait la pub des Mac, c'est un peu ça. Oui, c'est presque un coup d'étonnement, on va dire. En fait, effectivement, quand on lit ça, c'est assez étonnant. C'est IBM qui a fait une enquête interne qui montre, dans le résultat, l'idée principale, c'est que les utilisateurs de Mac sont plus performants, plus productifs, on va dire, c'est le mot qui convient le mieux, plus productifs que leurs homologues qui utilisent des PC. Et donc, je dirais que pour IBM, qui est quand même l'inventeur de l'IBM PC, du PC, puisqu'on disait à l'époque IBM PC, c'est un peu un retour de l'histoire assez amusant. Donc c'était important de mentionner. Et puis alors un deuxième élément aussi qui est complètement différent, mais dont on aura l'occasion d'en reparler. Vous vous souvenez, on avait parlé du fameux contrat JEDI là, pour le Pentagone, avec Microsoft comme grand vainqueur. Et effectivement, ça n'a pas raté. AWS a dit qu'il ferait appel parce qu'il considère que la décision n'a pas été prise en bonne et due forme. Donc on aura l'occasion d'en parler. Historique, au départ, tout le monde donnait AWS sans conteste comme le vainqueur, et puis hop, miraculeusement, au dernier moment, doit-on y voir une main présidentielle? On ne sait pas. Suite au prochain épisode. Et bien, Guy, on vous propose de conclure là-dessus et de nous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Informatique News Hebdo. À très bientôt, merci.